I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Des décodeurs. Bienvenue à tous, c'est l'image qui marquera cette semaine la place Mohamed VI, totalement vide à Al Hoceima depuis un peu plus de 24 heures. Les forces de l'ordre ont quitté ce lieu emblématique de la contestation, un retrait progressif ordonné par le souverain selon le nouveau gouverneur d'Al Hoceima. Alors question, est-ce le début de la fin du mouvement Irak? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Radija Idrissi Genati, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et spécialiste de communication d'influence. Amine Duré également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Responsable PME chez Inforisque. En deuxième partie, nous parlerons libéralisation du dirham. Nous sommes 6 jours après le report de la conférence conjointe de Mohamed Boussaïd et Abdelatif Jouari qui devait annoncer la date d'entrée en vigueur de ce vaste chantier et toujours aucune nouvelle date de cette conférence. Le GPBM a rencontré la Banque centrale ce lundi au cours d'un conseil qui a eu lieu à Casablanca. Le flou persiste. La piste d'un report indéterminé est évoquée de manière non officielle. Alors comment a-t-on pu en arriver là? Que s'est-il passé et faut-il s'inquiéter? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Les décodeurs atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité. Vos questions, vos réactions sur la page Facebook de l'émission ou via Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Est-ce le début de la fin de la contestation à Al Hoceima, Radija Idrissi Genati? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que ce soit le début de la fin parce que les forces de l'ordre se sont retirées. Il me semble que le Hirak d'Al Hoceima se tient à différents niveaux. D'abord, il y a le niveau du terrain et donc effectivement qui a enregistré aujourd'hui, enfin à partir d'hier, le retrait des forces de l'ordre. Mais il y a aussi un niveau politique très important qui est un peu lié aux revendications des leaders du Hirak, mais aussi de la population de la région. Mais il y a aussi une guerre médiatique qui me semble très très importante et sur laquelle aujourd'hui le gouvernement marocain a beaucoup de difficultés à avancer. C'est-à-dire ? À quoi vous pensez exactement? Je pense à la dernière sortie hier du ministre du Tourisme avec sa secrétaire d'État qui se sont partis se balader sur la mer parlant de lancement de nouveaux projets dans un contexte et dans une action qui peut être considérée peut-être comme de la communication politique mais qui à mon sens est un geste vide de toute consistance. Il y a eu des annonces concrètes quand même, 27 millions de dirhams qui vont être investis pour la promotion du tourisme, de nouvelles lignes aériennes de la compagnie nationale avec des prix très préférentiels, plus des projets qui sont soit lancés, soit relancés, puisque Mohamed Sajid est venu avec des opérateurs et des investisseurs. Tout ça est très bien. Rappelons-nous juste que la population de la région, comme d'autres régions du pays, a perdu confiance en ce genre de promesses. Nous avons vu, ils ont vécu des projets, des inaugurations effectives du projet faites par le roi sur le terrain avec des délais qui étaient clairement présentés en matière de réalisation et qui, 2 ans plus tard, rien n'a vu le jour. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une population qui a perdu confiance aux politiques et en leurs promesses et leurs projets et donc qui a besoin de voir plus de concret que des promesses pour pouvoir réellement reprendre confiance et décider d'arrêter les manifestations sur le terrain. Amine Duré, est-ce le début de la fin de la contestation à Al Hoceima? Alors effectivement, comme Khadija, je dirais que c'est un peu trop tôt pour le dire. Effectivement, un signe d'apaisement fort, le retrait des forces de l'ordre. Maintenant, il reste encore les revendications. Donc, on a parlé des revendications d'ordre social et économique. Donc, ça, c'est des projets qui sont en cours. Il reste encore une autre revendication importante de la population et du mouvement, c'est la libération des leaders politiques du Irak. Donc, ça dépendra de ce qui sera décidé la semaine prochaine lors des jugements qui vont avoir lieu.
Évidemment, si les jugements sont défavorables pour les leaders, on peut imaginer que les mouvements vont reprendre de plus belle. Donc voilà, pour l'instant, apaisement, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut voir plus loin. Et pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité. On en aura certainement plus à partir de la semaine prochaine. Ouais, on rappelle que lundi, donc c'est le début de la comparution de Nasser Zefzafi, le leader du mouvement Hirak. En tout cas, nul doute, aura déjà adressé Génatique, ça va durer encore plusieurs semaines, ces comparutions des détenus, plus d'une centaine de détenus du mouvement de contestation. Est-ce que ça a de quoi, justement, comme dit Amine Diori, peut-être apaiser ou au contraire redonner du souffle, de la voix au mouvement Hirak s'il y a des condamnations assez lourdes qui sont prononcées dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Avant d'arriver aux condamnations, il va falloir observer de très près le processus de gestion de cette partie. Non, d'abord concernant les détenus et la façon avec laquelle leur comparution va être gérée, oui. Que ça soit médiatiquement ou sur le terrain. Donc ça permettra soit de calmer un peu et d'apaiser les esprits et de redonner confiance, ou ça permettra de relancer de façon un peu plus forte le Hirak. N'oublions pas que non seulement les leaders de cette contestation, non seulement mettent comme première revendication de la libéralisation, la libération des détenus, mais surtout absolument la libération des détenus, mais refusent de d'entrer dans tout canal de communication sans que ces gens-là ne soient relâchés. Du coup, ça les met réellement dans une coquille où il est impossible de comprendre leur vision, de leur parler, d'échanger avec eux et de voir dans quel sens est-ce qu'on peut orienter les manifestations. Donc aujourd'hui, est très importante et la façon avec laquelle va être géré le processus. La justice doit être très très prudente dans la manière avec laquelle cette affaire va être gérée. Les médias doivent agir de façon très responsable face à la communication de toute information liée à cela. Et puis les décisions, à mon sens, doivent être aussi prises avec beaucoup de recul parce qu'il n'y a pas uniquement une dimension judiciaire, mais surtout une dimension politique dans le sujet. En tout cas, on parle de torture maintenant de la part du gouvernement. On évoque ce dossier, notamment depuis l'intervention télé de Saadine Naoutmani, et puis depuis quelques heures avec cette polémique d'une fuite d'un document du Conseil national des droits de l'homme. D'ailleurs, hier, le ministère de la Justice a indiqué avoir soumis au parquet général le rapport du Conseil national des droits de l'homme sur ces allégations de torture des détenus du Irak. Donc ça veut dire qu'on commence à débloquer une certaine parole du côté des autorités, chose qui n'était pas faite encore sur la question de présumée torture. Oui, clairement, et ça fait partie justement de cette manière avec laquelle nous devons gérer cette situation. Nous avons de grands nombres, des milliers de manifestants qui manifestent de différentes manières. Nous avons vu des formes d'expression qui sont très variées, de la marche, à la casserole, voilà, et puis à la casserole, et puis là, il y a 2-3 jours, même sur la plage. Et donc, nous sommes clairement face à une population qui innove dans les différentes manières de manifester pour montrer qu'elle s'accroche à ses droits mais qu'elle ne laisserait pas tomber parce qu'on a donné quelques promesses. C'est pour cela qu'il me semble aujourd'hui nécessaire, plus que jamais, de venir avec du concret, de faire des propositions réelles et surtout aller sur des quick wins, sur des actions qui peuvent redonner confiance à la population. Nous ne sommes plus face à des chiffres, nous ne pouvons plus gérer avec des chiffres, avec des promesses d'investissement, mais il est nécessaire aujourd'hui de rétablir la confiance, de faire transmettre un sentiment non seulement de compréhension et de compassion, mais aussi de volonté d'agir face à cette population et dans la région. Amine Diori, responsable PME chez InfoRisque. Oui, on voit effectivement une évolution nette de la communication sur justement cette question de la torture. Dans un premier temps, le gouvernement, les officiels niaient toute implication des forces de l'ordre dans ce type de pratique. Mais maintenant, effectivement, il est difficile de nier que sur les réseaux sociaux se répandent des vidéos
vidéos justement de cas de torture, montrant des personnes qui ont été torturées. Et évidemment, c'est difficile de lier, ou en tout cas de faire comme si ça n'existait pas. Donc à un moment donné, il était nécessaire de prendre cette problématique, d'effectivement de dire, bah voilà, on va vérifier, parce qu'effectivement, on n'est pas sûr aujourd'hui. Les vidéos qui ont été démenties, notamment par le ministère de l'Intérieur. Voilà, exactement. En disant que c'est des vidéos qui viennent de Syrie ou du Yémen, par exemple. Exactement. Mais malgré tout, il fallait donner l'exemple et dire, bah, on prend ces vidéos, on va effectivement voir si c'est des cas réels ou pas. Mais ne pas nier les faits. À mon avis, c'était une erreur de nier ces vidéos. Ouais, pour l'instant, il y a une manifestation qui est prévue à Casablanca dimanche prochain par la Fédération de la gauche démocratique. Alors il y a une question sur cette participation ou pas des responsables de la FDG, puisqu'il y aura sans doute aussi des responsables de Al-Adl Walissan. Et puis la manifestation du 20 juillet est toujours maintenue pour l'instant, Khadija Idrissi Janati, à Al-Hoceima même, pour justement les leaders de la contestation à Al-Hoceima. C'est pour ça qu'on est en train de dire que c'est clair que le retrait des forces de l'ordre est un signal très positif, mais à mon sens, il ne signifie pas le début de la fin du Hirak, parce que... Le début d'un apaisement, c'est ce que... Vous nous dites, en tout cas semble-t-il pour l'instant, c'est une volonté à mon sens, ces gens-là attendent des actions. À mon avis, c'est ça le message. C'est le message que le gouvernement doit comprendre. Mais il y en a eu, il y a eu de nombreuses délégations qui sont déplacées, notamment la dernière, c'est Mohamed Sajid. Il n'y a pas d'action. Il y a eu des annonces phares, il y a des chantiers qui sont ouverts. Oui, mais n'oublions pas... Il y a des offres d'emploi qui sont postées, 2000 offres d'emploi à l'Hoceima. Nous sommes en train de répéter exactement ce qui a frustré et ce qui a quelque part créé ce Hirak, qui est des promesses non tenues. Donc, sur le site de l'ANAPEC notamment, on voit clairement qu'il y a des offres d'emploi. Oui, on a vu aussi d'autres offres d'emploi qui ont été publiées pendant 48 heures et puis supprimées. Aujourd'hui, nous sommes réellement face à une crise de confiance. Ce qui est encore plus dérangeant dans cette situation, c'est l'absence totale des leaders politiques et des élus de la région. Et ils ne sont pas appliqués, ils ont perdu leur crédibilité de façon très claire. Alors, il y a des démissions de 5 présidents de communes, notamment dans la région. Ilyas Alomari lui a tenté de rattraper son retard médiatique depuis un mois. Il sort du bois à nouveau, et puis le chef du gouvernement aussi est sorti du bois enfin la semaine dernière. Alors Ilyas Alomari est sorti effectivement pour rappeler que l'origine du Hirak est l'ancien gouvernement, et donc encore on retourne aux anciennes mauvaises habitudes de se taper dessus au lieu d'aller chercher la source du problème et venir avec de réelles solutions. Saadi El Othmani est sorti effectivement sur les 2 télés nationales pour ne rien dire, et effectivement aucune des questions qui lui ont été posées, qui étaient à mon sens très pertinentes, n'ont été répondues d'une manière aussi pertinente. Donc aujourd'hui, il peut sembler qu'il y a une évolution dans la gestion du Hirak d'Al-Hoceima, mais franchement, à mon sens, je n'ai pas cette impression. J'ai l'impression qu'on essaie de sortir des petites mesurettes, de faire des petites actions, mais en réalité, quelle est la perception des gens d'Al-Hoceima et de la région de ces actions? Très important pour moi est de dire que ce qui se passe aujourd'hui à Al-Hoceima est en train de se préparer dans d'autres régions du Maroc, parce que effectivement on est en train de commettre les mêmes erreurs qui sont de ne pas être dans l'initiative, de ne pas aller et travailler et activer la régionalisation et lancer des projets phares dans les différentes régions du Maroc. Et donc forcément, Al-Hoceima est un début, mais si le gouvernement ne se rattrape pas de façon stratégique, si le gouvernement reste dans le réactionnisme, j'ai envie de dire, on risque d'avoir ce Hirak se dupliquer dans différentes régions du Maroc, qui serait à mon sens une situation très très délicate à laquelle nous n'aimerons pas arriver. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez dans Les Décodeurs Atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité ce matin avec Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque. Rebonjour. Rebonjour. Khadija Idrissi Janati également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour. Entrepreneur et spécialiste de communication, d'influence. Est-ce le début de la fin de la contestation à Al-Hoceima? Vous nous répondez que c'est compliqué pour l'instant justement de répondre à cette question. Difficile de voir pour l'instant si cela va bouger. C'est ce que vous nous disiez, Khadija Idrissi Janati tout à l'heure.
Il y a certes des signes d'apaisement de la part du gouvernement dans la gestion de la crise. Pour l'instant, sur le terrain, les manifestations sont quand même moins nombreuses, même si depuis un peu plus de 24 heures, il y a un dispositif sécuritaire qui commence à se retirer progressivement. Toute la question est de savoir dans les prochains jours, et notamment lundi prochain, quelques heures après la comparution de Nasser Zabzafi, la contestation va-t-elle reprendre du souffle ou pas? Il me semble... je ne sais pas, on ne saura pas ce qui va se passer sur le terrain d'ici là. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que les forces de l'ordre se sont retirées de la place Mohamed VI et de la ville d'Imzoren, qui étaient vraiment les deux points focaux de cette manifestation, qui est un signe très positif. Ce qui me semble aussi très important à signaler, c'est que ce retrait s'est fait sur ordre, sur instruction royale. Et donc là, on est encore aujourd'hui dans une situation où il faut l'intervention de l'institution monarchique pour pouvoir donner des signaux forts à la population dans une situation où le gouvernement est en perte continue de crédibilité et de confiance. Et d'ailleurs, ça a été la raison qui a poussé les leaders de ce Hirak à exiger si discussion il y a que ça soit avec l'institution monarchique et donc tous les regards aujourd'hui sont orientés vers le roi au lieu que ça soit orienté vers le gouvernement qui est à la base responsable et comptable des actions et des stratégies dans la région. Ça nous laisse aussi poser la question par rapport au rôle que doit jouer l'institution gouvernementale dans le développement des régions, mais aussi dans la gestion de ce genre de situation auquel on pourrait faire face, et on fait face effectivement tous les jours sous différents modes. Donc une question me semble aussi très importante à poser, qui est le mode de fonctionnement des institutions qui sont censées répondre, parfois même anticiper les besoins des populations. Mon inquiétude aussi par rapport au message que nous faisons passer aux autres régions. Pourquoi aurait-il fallu attendre que la colère prenne place parmi la population, que les gens manifestent dans la rue pour pouvoir réagir? Est-ce que nous passons ce message au reste du Maroc qui est manifesté pour que nous puissions répondre? Je pense que toute l'approche doit être revue, toute l'approche doit être différente. Le gouvernement doit donner des signaux qui sont plus forts, non seulement à Hoceima, mais dans d'autres régions. À Hoceima, on annonce des investissements, mais il ne faut pas oublier les autres régions. Il faut en parallèle annoncer des investissements dans les autres régions, sortir des plans de développement et des plans d'action dans les autres régions en parallèle, organiser des conférences de presse, en parler, communiquer, donner l'information aux citoyens, rassurés quant à l'engagement du gouvernement dans le développement, en faveur du développement des différentes régions du Maroc, de façon très naturelle, post-régionalisation avancée qui a été annoncée depuis bien quelques années par le roi justement, et qui peine toujours à être mise en place sur le terrain, étant convaincu que seule la régionalisation avancée est capable de tirer les différentes régions du Maroc vers le haut, et donc non seulement apporter prospérité économique, mais aussi paix sociale. Amine Diori, il y a eu des créations d'entreprises en hausse dans la région de Tanger-Tétouan en 2016. Ce sont des chiffres qui ont été dévoilés il y a quelques jours à peine. Pour l'instant, on nous dit pas trop d'inquiétude sur les investissements pour la région, pour la province d'Al Hoceima. Ça n'a pas encore, semble-t-il, affecté la contestation n'a, semble-t-il, pas encore freiné les ardeurs des investisseurs et des opérateurs. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir si cette contestation perdure ou pas pour l'instant? Pas trop d'inquiétude, je suis pas certain, parce que finalement, qu'est-ce qui a suivi en termes de communication gouvernementale? Qu'est-ce qui a suivi le message royal? C'est le ministre du Tourisme qui intervient, parce que justement, on est début juillet, on est en pleine période estivale, on attend des touristes, et en termes d'image dans le monde entier, je lis beaucoup la presse française, on parle beaucoup d'Al Hoceima, et c'est pas dans des termes très positifs, donc forcément ça a un impact sur les gens qui voyagent, sur les touristes, et ça a un impact sur, pas simplement à mon avis sur la région d'Al Hoceima, mais sur la zone touristique Maroc dans son ensemble, et donc forcément il faut un peu rectifier l'image qu'on donne à l'étranger, et je pense que c'est tout l'intérêt justement de l'intervention du ministre du Tourisme, parce que voilà, c'est une période où on attend beaucoup de gens, il y a beaucoup de rentrées d'argent, il y a toute une économie, je parle pas simplement
simplement d'une région, mais du Maroc, de toutes les villes du Maroc qui tournent grâce au tourisme. Donc il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Et c'est vraiment alors que le tourisme affiche des couleurs, hein, justement, hein, sur les 5 premiers mois de l'année, on a vu une augmentation de plus 9% d'arrivées touristiques. Exactement. Mais maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus, en termes d'image, il ne faut pas non plus véhiculer une image trop négative de ce qui se passe au Maroc. Déjà, Idriss Genati, pour terminer cette marche à Casablanca prévue par la FDG, plus peut-être des représentants d'Al-Adolissane qui seront mobilisés dimanche prochain. Est-ce que on peut s'attendre franchement à une marche aussi importante que celle qu'il y a eu à Rabat le 11 juin dernier? Est-ce que cette marche va compter beaucoup pour la suite des événements également en termes d'image et de communication? Je ne crois pas que la marche sera équivalente. Cette marche interviendra dans un contexte qui est différent. Le fait aussi, n'oublions pas que le fait aussi qu'elle soit associée à l'aide ou l'ihsan laisse poser beaucoup de questions par rapport à justement, disons toutes les intentions derrière et puis au message qui sera véhiculé durant cette marche. Personnellement, je ne suis pas une grande fan des marches pour se tenir parce qu'il me semble que le soutien peut se faire de façon beaucoup plus concrète. Que les manifestants d'Al-Hoceima soient sur le terrain pour manifester est une chose et que d'autres villes se joignent en organisant des marches en est une autre. Il me semble que la FDG, à l'instar d'autres partis politiques, ont beaucoup plus d'actions à faire concrètes qui peuvent apporter réellement de la valeur ajoutée à la région sur un plan économique et social que d'appeler vers des marches qui peuvent dégénérer à n'importe quel moment et peuvent plus être source d'un désordre public qu'autre chose. Donc, j'ai envie de saisir cette opportunité pour inviter que ça soit la FDG ou les autres partis politiques vraiment à s'activer, à prendre leurs responsabilités et à venir avec des idées, des solutions, à jouer leur rôle. Ces instances sont censées être les intermédiaires, jouer des rôles de médiation dans ce genre de situation, créer des canaux de communication à travers leur jeunesse, à travers leurs instances de femmes, mais aussi à travers leurs élus locaux pour pouvoir communiquer avec les manifestants, comprendre réellement leurs revendications et puis venir avec des propositions. Nous n'avons rien vu de tout cela depuis le début du Hirak, qui me fait que, pour moi, organiser une autre marche à Casablanca aurait beaucoup plus d'objectifs politiques que d'objectifs de participer à résolution du conflit, à trouver une issue à cette situation, que ce soit une entité de la société civile qui est appelée pour cela, je l'aurais compris, mais un parti politique qui a plusieurs instruments pour agir concrètement sur l'action le fasse, je ne suis pas réellement fan et je ne trouve pas que c'est comme ça qu'on pourrait réellement changer les choses. Alors on va encore parler communication gouvernementale, notamment dans quelques instants avec ce report de la conférence de presse conjointe de Mohamed Boussaïd, le ministre de l'économie et des finances, et Abdelatif Jouari. C'était jeudi dernier. Il devait annoncer la date d'entrée en vigueur de la libéralisation du dirham. Certains opérateurs bancaires s'attendaient à ce que ce soit ce lundi 3 juillet. Ça n'a pas été le cas. Aucune nouvelle date de cette conférence. Alors comment expliquer ces couacs sur la libéralisation du dirham? On en parle dans quelques instants, juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Amine Diori, un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui? Un coup de cœur pour une mesure qui va faire beaucoup de bien au délai de paiement. Alors je parle pas de la nouvelle mouture de la loi qui va entrer en vigueur en septembre prochain. Je parle d'autre chose, je parle de récupération de la TVA, donc qui a été réduit à 1 an au lieu de 4 ans jusqu'à maintenant, à partir de l'émission de la facture. Alors qu'est-ce que ça change concrètement? Ça veut dire que pendant une année, on a une année pour payer son fournisseur et déclarer sa TVA. Ça peut avoir un impact très intéressant justement pour ses fournisseurs et donc pour les délais de paiement. Parce que ça oblige l'entreprise donc à tenir une comptabilité plus rigoureuse, ne pas accumuler une tonne de factures pendant un certain nombre de temps et tout régler d'un coup pour pouvoir récupérer la TVA. Là, ça oblige les entreprises à être plus rigoureuses en termes de comptabilité, de la tenue de leur comptabilité, à avoir un système d'information plus performant. Donc bref, ça sera bénéfique pour tout le monde et notamment pour notre économie. Donc on pourrait ressentir des effets à partir de quand, vous pensez? Dès 2018 À mon avis, oui. Ouais. Cette mesure plus l'entrée en vigueur de la loi, effectivement, il faut plutôt attendre 2018 pour voir un impact concret. Déjà Genati, coup de gueule, coup de cœur aujourd'hui?
Écoutez, moi, c'est un coup de cœur, mais assez mitigé. Je pense notamment au Festival de Casablanca, qui est en soi une excellente action, d'abord pour animer la ville, pour créer des occasions de sortie pour les familles casablancaises, mais surtout aussi pour attirer des touristes. Toutes les grandes villes du monde ont leur festival et qui peuvent aller jusqu'à Rio, où des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes viennent du monde entier pour le festival. Mais j'ai envie de dire qu'un festival est bien plus qu'une action de communication et de l'achat d'espace dans la presse pour dire qu'il y a un festival. Un festival, c'est une ambiance globale qui doit régner dans la ville. Un festival, c'est réellement une invitation de la population de la ville à célébrer la ville et ses icônes. Et donc, il me semble intéressant de d'abord dire que c'est sympa, mais aussi rappeler qu'on a besoin de beaucoup plus de contenu que des coups de com' pour pouvoir réellement faire approprier les Casablancais leur ville et leur festival. À 9h47 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. La libéralisation du dirham avec des couacs en série autour de la communication, on en parle ce matin et on se pose cette question, qu'a-t-il bien pu se passer pour en arriver là, pour en arriver finalement à un report indéterminé, semble-t-il, en tout cas de l'annonce de la date d'entrée en vigueur de ce vaste chantier. On le rappelle, jeudi dernier devait avoir lieu la conférence conjointe de presse entre Mohamed Boussaïd, le ministre de l'économie et des finances, et Abdelatif Jouari, le gouverneur de la Banque centrale. Elle n'a pas eu lieu, cette conférence, reportée à une date pour l'instant qu'on ignore. Que se passe-t-il? C'est ce que nous voyons avec nous, en tout cas avec vous, dernière information qu'on a, c'est le GPBM, le groupement des banques marocaines, qui a rencontré donc des représentants de la Banque centrale ce lundi à Casablanca. Le flou persiste. Pour l'instant, on évoque la piste d'un report indéterminé. C'est inquiétant ou pas, Amine Diouri? Pour la suite, peut-être pour même l'entrée en vigueur de cette réforme dans les prochains jours ou prochaines semaines. C'est quand même assez inquiétant. C'est inquiétant surtout en termes de communication, parce qu'on ne parle pas d'une petite réforme, on parle quand même d'une réforme structurante pour notre économie, qui a été préparée, qui a été annoncée il y a des mois par le gouvernement de la Banque centrale. Il a pris quand même le temps pendant tous ces longs mois d'expliquer, de communiquer. D'ailleurs, j'invite les gens à aller sur le site de Banque du Maroc, justement sur le site de la Banque centrale, voir les vidéos qui ont été mises sur le site pour justement expliquer ce qu'était que le régime de change, etc. C'est très bien fait. Et tout d'un coup, tout s'écroule. Alors, moi, je dirais que pour expliquer ça, c'est une manière très simple de le faire. C'est une guerre classique entre le politique et la technocratie. Ouais. Aujourd'hui, le politique, c'est-à-dire le chef du gouvernement, a décidé de reprendre la main face aux technocrates et de dire c'est moi qui impose le rythme, c'est pas toi. Donc vous pensez qu'en coulisses il y a eu cette guerre peut-être technocrate vs politique? C'est quand même bizarre que on soit arrivé tout au bout de ce processus de communication et que le dernier jour avant l'entrée en vigueur de ce processus, le chef du gouvernement annonce qu'il y a il n'annonce pas en plus, c'est dit de manière indirecte qu'il y a un report, qu'il y aura eu des études qui vont être menées sur l'impact de cette mesure. Il aurait peut-être fallu le faire avant. Pourquoi attendre le dernier jour pour annoncer ça? C'est quand même assez bizarre en termes de communication. Qu'est-ce qui a pu se passer, Radija Idrissi-Jannati? C'est peut-être l'intervention du gouverneur de la Banque centrale qui a annoncé il y a 10 jours justement sa volonté d'enquêter sur des éventuels liens de spéculation par rapport à cette libéralisation du dirham qui aurait pu fâcher le chef du gouvernement ou en tout cas des représentants du ministère de l'économie et des finances? À chaque fois qu'on est face à une situation d'une telle ampleur, très souvent nous avons le gouverneur de Banque al-Maghrib qui fait des sorties justement pour rappeler à l'ordre. Et je pense aujourd'hui qu'il a dû intervenir aussi à ce niveau-là. Après son intervention, effectivement, il y a dans la conférence de presse de Banque al-Maghrib pour parler justement de cette histoire de spéculation. N'oublions pas que c'est un sujet qui est dans le pipe depuis 2013. Oui. Et donc ce n'est pas une décision qui a été prise du jour au lendemain. C'est une mesure qui est censée avoir été largement préparée par les différentes parties prenantes. Avoir le chef du gouvernement dans les deux télés nationales en face du peuple marocain qui a déjà beaucoup de difficultés à comprendre ce que c'est que la libéralisation du dirham. Vous êtes méchante. Il avait l'air plus
plus technique et plus connaisseur des dossiers économiques que des dossiers sociaux. Et... Alors, la suite de mon idée, c'est avoir le chef de gouvernement sur les 2 télés nationales en train de dire que le report se fera le temps de faire des études plus poussées. Donc pareil, là vous le rejoignez. Démonte toute la logique qu'on voudrait avoir, de dire que depuis 2013, on était en train de mener des études d'impact, on était en train de mener des études de faisabilité. Mais est-ce que c'est une méconnaissance ou est-ce que c'est une volonté d'enrouler dans la farine cette problématique, entre guillemets ? Vous savez, je n'ai même pas envie de savoir. Tout ce que je retiens, c'est que ce que le chef du gouvernement a dit. Il a fait une déclaration en réponse à une question et le journaliste lui tendait la perche pour rassurer les Marocains. C'était ça la question. La question était que pouvez-vous dire aux Marocains pour les rassurer quant à ce sujet qu'ils ont beaucoup de mal à cerner. Et donc avoir une réponse comme ça, d'abord, me fait penser qu'on n'est pas prêt. Me fait penser que on n'a pas su gérer, mais surtout me fait penser que on avait pris une décision et donc le jour même il y a eu de nouvelles donnes qui ont fait que nous pensons ou on pense que la décision n'aurait pas que des impacts positifs et donc pour moi ça pose réellement des questions par rapport à l'économie nationale, par rapport à l'évolution de l'économie nationale si cette décision avait été mise en place dans ce timing. Et surtout l'impact social que cela pourrait avoir. Ouais, justement, lors de cette intervention sur Aloula et sur Deuxième, Saadine El Othmani a dévoilé la largeur actuelle de la bande de fluctuation de cette libéralisation du dirham, 2,5% des deux côtés, donc 5%, ce qui reste relativement prudent. On a parlé dans la presse peut-être d'une erreur de communication sur ce dossier-là. Améliorer, c'est une erreur vraiment de communication ou c'était une possibilité pour tenter de rassurer les opérateurs et les investisseurs dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ? Alors, d'après les sources gouvernementales, ce n'était pas une erreur, c'était préparé. Je pense qu'effectivement, ce n'était pas une erreur de le dire en direct parce que pendant de longs mois, il y a eu de fortes spéculations justement sur la baisse probable du dirham lorsque le régime rentrerait en vigueur. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans les faits puisque on a vu que pendant quelques mois, les devises de change du Maroc ont fortement baissé de plusieurs milliards de dirhams, une trentaine, il me semble bien. Et donc c'est suite à cela que le gouverneur de la Banque centrale a accusé les banques justement de ne pas jouer le jeu et de spéculer contre le dirham. Et d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai lu sur le sujet, c'est que effectivement les banques, s'attendant à l'entrée en vigueur de ce régime, ont commencé à aller voir les entreprises, à aller voir leurs clients. Ils ont un nouveau produit sous la main qui est un produit de couverture de change. Donc on leur a dit, écoutez, vous... Qui reste légal. Hein. Bien sûr, c'est normal. Hein. Il y a un risque qui est encouru avec un régime de change flexible. Évidemment, les banques jouent leur rôle en allant voir leurs entreprises, en leur disant, j'ai un produit pour vous qui va vous protéger contre un risque probable de baisse du taux de change. Donc évidemment... Bilan des cours, c'est 44 milliards de dirhams qui quittent les coffres de Banque Al Maghrib vers les banques. Hein. Exactement. À force de crier au loup, à un moment donné, ça a créé un mouvement de panique des entreprises. Donc forcément, pour les banques, c'était très bien parce qu'elles ont vendu un maximum de produits. Mais pour nous, c'était pas bon. Est-ce qu'il fallait le dire de la part de Abdelatif Jouari ? Est-ce que c'est ça qui a peut-être fâché Saadine El Othmani ? Peut-être qu'il y avait une consigne de la part du chef du gouvernement de ne pas en parler, tout simplement, de ce sujet-là, parce qu'auparavant, il n'y a pas beaucoup de bruit, notamment dans la presse, de cette spéculation, enfin de ces prétendues spéculations. Moi, je pense que c'était une erreur de ne pas le dire. Oui. Moi, je pense que c'était une erreur de ne pas le dire. Moi, je n'ai pas l'impression que le chef du gouvernement a réellement une tutelle sur Banque Al Maghrib. C'est la banque centrale du pays. Le gouverneur de Banque Al Maghrib... Ils peuvent s'appeler, bien évidemment, pour échanger et puis pour discuter. Mais je veux dire aujourd'hui que justement, nous devons respecter le travail des institutions. Et aujourd'hui, le chef de gouvernement est un poste politique, rappelons-le, et un gouverneur de Banque Al Maghrib est le garant réel de toute la politique, disons, monétaire, j'ai envie de dire, du pays. Donc, par contre, je reviens de dire que si le chef du gouvernement a fait cette annonce, je ne pense pas que ce soit une erreur. S'il avait cette information dans ses documents,
document, s'il avait été préparé, on lui avait communiqué cette information, c'est bien pour qu'il la communique. Et je pense qu'il a préféré la communiquer lui, que plutôt que ça soit le ministre des Finances qui le fasse, dans une volonté de rassurer et de dire que nous maîtrisons et que nous savons là où nous allons et que nous avons fixé déjà les seuils pour pouvoir commencer exprimer prudemment cette libéralisation. Et aller justement dans la douceur et dans l'évolution. Plus prudemment. Voilà, tout à fait. Moi, je pense que c'est un peu notre chef du gouvernement, c'est un peu tiré une balle dans le pied parce qu'il n'y a pas que le gouverneur de la Banque centrale qui est en cause, mais il y a aussi le ministre des Finances qui était censé annoncer avec le Walid de la Banque centrale l'entrée en vigueur. Jusqu'à preuve du contraire, le ministre des Finances travaille avec ou pour le chef du gouvernement. Donc, en déjugeant les deux parties, il se déjuge un peu lui-même. Donc voilà, moi ça me semble un peu bizarre en termes de communication. À quoi on peut s'attendre maintenant? Différents scénarios, une rapide communication de la part du ministère de l'économie et des finances et d'Abdelatif Jouari, de Banque Al Maghrib sur cette conférence conjointe, ou alors on va se taire encore peut-être 2-3 semaines, le temps de laisser passer cette crise, Khadija Dessé-Jonati? Je doute qu'une conférence soit reprogrammée dans les jours qui viennent. Je pense que le gouverneur de Banque Al Maghrib et le ministre des Finances vont prendre le temps nécessaire pour que tout soit finalisé. Par contre, ce que j'ai envie de rappeler, que jusqu'à aujourd'hui et sur différents dossiers, que ce soit économique, politique ou sociaux, le maillon faible dans le fonctionnement des institutions reste la communication. Je pense que nos politiques doivent comprendre qu'ils sont aussi jugés sur leur manière de communiquer, que se faire entourer de conseillers de communication n'est pas une honte, que les plus grands gouvernants du monde se font entourer par des équipes de communication performantes. Donald Trump ne les écoute pas parfois. Tout à fait. Alors avec une grande expertise, je doute que ce soit des erreurs. Je pense que c'est plus des messages prémédités pour des objectifs qui sont les siens. Mais il me semble que nos politiques doivent prendre conscience de l'importance de la communication. Il faut que nos politiques comprennent que le monde aujourd'hui est gouverné par des communicants et non par des politiques qui restent dans leurs pratiques politiciennes qui n'ont pas forcément évolué. Ça permet de rassurer, ça permet de gagner du terrain, mais ça permet aussi de créer des liens avec la population. Merci Khadija Dessé-Jonati, entrepreneur et spécialiste de communication d'influence. Amine Diori, merci, responsable PME chez Inforisque. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Vous restez avec nous. Dans un instant, les experts atlantiques avec Fessat Alaoui à 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro.